Salut, bienvenue dans cette deuxième partie du cours commenté sur le chapitre signal et information. Alors on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons définir ensemble un certain nombre de mots de vocabulaire, comme le mot information, qui est assez délicat, puis nous allons revenir sur la notion de signal que nous avions définie comme étant une grandeur physique qui se propage, et nous proposerons une nouvelle définition un peu plus complète et en lien avec le mot information. Ensuite, nous parlerons de la transmission de cette information avec le message et puis la notion de communication en général. Enfin, dernier point, à ne pas oublier, l'idée de codage de l'information. Commençons par des exemples de la vie de tous les jours. Donc dans ton livre, les signaux dans notre vie quotidienne. Bien, on voit une situation classique où nous voyons des feux de signalisation. Alors je te laisserai lire le document. Quelques petites remarques. La première, je te rappelle qu'il faut toujours regarder les sources. C'est indispensable pour vérifier la qualité de l'information. Bien, concernant ces feux, bien, nous voyons la chose suivante. Le feu peut être rouge, orange ou vert, donc ça évidemment tu le sais. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une information de type un message qui nous est transmis avec un signal qui est un signal lumineux. Donc nous avons de la lumière, cette lumière peut être verte, orange, rouge, et elle est associée à une information. Donc les mots importants ici sont les mots information, qui est transmise par le signal lumineux. Donc on voit que finalement un signal ici c'est quelque chose qui va nous permettre de transmettre une information. Évidemment, il existe des signaux lumineux qui sont un peu plus sophistiqués. Donc voici un exemple d'enseigne lumineuse dans la ville de Shanghai. Donc, Shanghai, c'est la plus grande ville de Chine en termes d'habitants. Il y a entre 30 millions et 80 millions d'habitants si on compte toute la mégapole. Shanghai, ça veut dire sur la mer. Donc c'est l'embouchure du Yangtze-Kiang, le fameux fleuve. Et c'est une ville gigantesque où tu peux voir qu'il y a une utilisation de lumière attractive pour les touristes, les passants. Et quand on y arrive, on est assez impressionné par ce genre de choses. Alors, est-ce que l'information de ces signaux lumineux est aussi facile à décrypter que tout à l'heure avec le feu rouge et le feu vert? Eh bien, on voit tout de suite que non. Pourquoi? Parce que le feu rouge, le feu vert, c'est quelque chose de très simple, d'une part, et puis il y a une convention internationale dessus. Les gens dans le monde entier se sont mis d'accord, ça s'appelle le code de la route, pour dire que quand c'est vert, on passe. Ici, quel est le problème que nous rencontrons? Eh bien, c'est ce qui est posé dans les questions du bas. Contrairement aux feux de signalisation, les informations transmises par ces enseignes sont-elles forcément comprises par tout le monde? La réponse évidemment est non. C'est-à-dire que si tu parles le chinois, pas de problème, tu comprends, mais si tu ne parles pas le chinois, eh bien ça reste des symboles que tu vois, qui peuvent être très jolis, et ces symboles portent un message, mais ce message n'était pas accessible. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que ce sont que des symboles mis les uns à la suite des autres? C'est un code, et ce code, il faut le connaître pour pouvoir décrypter le message. La question que nous pouvons nous poser, c'est existe-t-il uniquement des signaux lumineux? Alors ça, on sait déjà que non, mais au niveau de la transmission des messages, est-ce que les messages passent forcément par un signal lumineux? Et la réponse est bien évidemment que non. Il existe des tas d'autres manières de faire passer des informations. Donc voici l'exemple des sirènes d'alerte. Comme tu le sais, le premier mercredi de chaque mois, tu entends la sirène retentir dans le quartier où tu habites. L'idée est tout simplement de vérifier que ces sirènes, qui émettent un signal sonore d'alerte à la population, sont en bon état de fonctionnement. Alors ce signal, tu le connais certainement, puisque il y a régulièrement des entraînements d'alerte au collège, et il y a même différents types de sirènes, avec chacune qui correspond à une situation donnée. Par exemple, un danger intrusion, ou bien un danger catastrophe naturelle, ou un danger un produit toxique. Donc il y a plusieurs sirènes correspondant aux différentes situations. Alors cette sirène d'alerte générale, tu la connais bien sûr. Pour rappel, la voici. Voilà, je crois que c'est pas la peine de nous faire souffrir plus longtemps. Bien, c'est maintenant peut-être le moment de faire le point sur les premières définitions.
Information sera le premier mot que je vais définir. Donc une information, c'est une chose qui apporte des connaissances sur un domaine. Tu vois que le mot chose ici est assez vague, hein, mais c'est un peu délicat de définir l'information de manière simple. Le deuxième mot que je vais définir est le mot signal. Donc le signal, c'est une grandeur physique, et cette grandeur physique va être le support de l'information. C'est-à-dire que pour qu'une information puisse être communiquée entre deux personnes, eh bien, il faut qu'elle puisse être transportée d'un endroit à un autre. Eh bien, c'est le signal qui sera le support physique de l'information. Ce sera le moyen de transport d'information. Donc on peut dire que le signal permet de transmettre une information. On peut aussi dire que l'information est transmise par le signal. Alors, comment est-ce qu'elle est transmise? Eh bien, il faut que, en faisant varier le signal, ça puisse avoir une signification. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce signal qui va changer au cours du temps, par exemple de la lumière qui va changer de couleur ou d'intensité, ou un son qui va changer de hauteur, eh bien, il faut l'associer à une information. Donc, c'est ce qu'on appelle le codage du signal. Il y a donc deux parties, la partie message et la partie codage du message. En termes de définition, le mot message sera donc défini comme ceci, c'est un ensemble de signes. Alors les signes, ça peut être des gestes, des sons, des couleurs, des lettres, des chiffres ou bien d'autres symboles. Nous allons donner des exemples. Et pour finir, le codage. Donc le codage de l'information, c'est le moyen, la méthode de mettre l'information sous forme de signes. Et évidemment, il faut que ce codage soit connu à la fois de celui qui va émettre le message, qui va l'envoyer, l'auteur du message, mais aussi de celui qui va le recevoir. Si ce n'est pas le cas, eh bien, celui qui va recevoir le message ne sera pas capable de les décrypter, donc de comprendre l'information transmise. Finalement, si l'on résume tout ceci, la communication, ça consiste à échanger des informations entre un envoyeur et un destinataire. Cet échange d'informations va être transporté par un signal, et ce signal sera porteur d'un message qui sera codé, ce message étant un ensemble de signes codés. Après les exemples du livre, voici une petite série d'exemples que je rajoute. Alors en premier ici, un signal visuel. Donc ici, eh ben, c'est facile, c'est un geste, hein, donc un pouce levé, ben, c'est qu'on est content, que c'est oui, un pouce baissé, c'est non, ou qu'on n'est pas d'accord. Toujours avec des gestes, une situation un peu plus complexe, celle d'un agent de piste sur un aéroport qui va guider l'avion qui est derrière ici, et enfin il va guider évidemment le pilote et le copilote qui sont à bord, et qui vont interpréter les gestes de l'agent ici, grâce à ses bras, et pour bien les visualiser, grâce à une lumière qui est au bout des bras pour la nuit, ou bien même en pleine journée ici pour bien voir. Passons maintenant au message transmis par un signal olfactif. Ici, ce chien s'adresse aux autres chiens en particulier, et éventuellement à d'autres animaux, et il dit très clairement: attention, ici, c'est mon territoire. Dans la vidéo précédente, nous avions déjà donné l'exemple du bombix ou bien des tigres qui pouvaient, lors des parades nuptiales ou des périodes de reproduction, se reconnaître même à des distances importantes grâce aux signaux olfactifs. Il en est de même ici pour ce cerf, pendant la période du rut, où ce cerf non seulement dégage des odeurs importantes, mais également il a une attitude physique, donc des gestes qui sont très significatifs pour attirer les femelles. Et puis, en plus, il va produire un signal sonore très important qu'on appelle le brame. Voici un exemple sur cette vidéo. Eh bien, les animaux utilisent la plupart des signaux disponibles, donc ils utilisent aussi les signaux visuels. Voyons l'exemple de la dendrobate. La dendrobate est une grenouille, enfin les dendrobates, puisqu'il y a plusieurs variétés, sont des toutes petites grenouilles qu'on trouve dans les régions équatoriales, en particulier en Amérique du Sud. Et leur particularité est qu'elles ont une peau qui sécrète un poison, des toxines violentes, et donc elle est totalement impropre à la consommation, elle est même mortelle.
Alors, pour bien faire comprendre ça à d'éventuels prédateurs, contrairement à d'autres animaux qui vont essayer de se fondre dans l'environnement, on verra quelques exemples tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le mimétisme animal, eh bien ici au contraire, elle va montrer à tout le monde où elle est, on la voit de très très loin avec ses couleurs extrêmement vives. Et donc les éventuels prédateurs savent d'expérience que les animaux qui sont colorés comme ça sont généralement des animaux immangeables, voire toxiques, voire extrêmement dangereux. Alors qu'en est-il des humains? Eh bien, nous aussi, nous utilisons tous les signaux disponibles pour transmettre des messages. Par exemple, pour les couleurs, on sait faire aussi. Bon, le résultat n'est pas forcément le plus souhaitable. La différence avec la majorité des autres animaux, c'est que nous allons plus loin dans l'utilisation des symboles. Prenons cet exemple. Ici, qu'est-ce que tu vois? Eh ben, ça s'appelle un alphabet. Donc un alphabet, c'est un ensemble de symboles qui représentent chacun une lettre. Donc ici, c'est l'alphabet grec ancien, et tu peux rapidement voir qu'il contient 24 lettres. Et notre alphabet moderne à nous contient 26 lettres. Et on peut en faire des choses avec ces 26 lettres. En effet, en assemblant les lettres, nous formons des mots qui ont une signification, donc il y a déjà un message porté, mais avec un seul mot n'est pas suffisant. Donc en assemblant des mots, nous formons des phrases, et en assemblant des phrases, nous formons des textes, et nous pouvons transmettre une grande quantité d'informations. Outre les lettres, nous avons aussi formé les chiffres. Donc les chiffres que nous utilisons actuellement en Europe viennent des Arabes qui eux-mêmes ont emprunté aux Indiens. Et donc tu peux voir que sur un grand nombre de siècles, certains symboles comme le 1 sont restés quasi identiques, et puis d'autres, comme par exemple celui-ci, hein, qui donne le 6, a fortement évolué. Ou bien le 5 a beaucoup évolué aussi. Alors juste un petit rappel de vocabulaire. Je te rappelle qu'avec une lettre, on peut former des mots. Donc par exemple, voici un mot qui est constitué de 4 lettres. Et puis, voici un mot qui est constitué d'une seule lettre. C'est tout à fait possible. Eh bien, il en est de même pour les nombres et les chiffres. Donc les chiffres sont l'équivalent des lettres et les nombres sont l'équivalent des mots. Donc tu peux avoir un nombre constitué de plusieurs chiffres, mais tu peux aussi avoir un nombre constitué d'un seul chiffre. Par exemple, le nombre 7 est constitué du seul chiffre 7. Mais le nombre 52 est constitué du chiffre 5 et du chiffre 2. Avec ces chiffres, on a construit les mathématiques et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc ici, tu reconnais une table de multiplication dans lesquelles on voit apparaître des nombres qui sont le produit de d'autres nombres. Mais ces nombres peuvent être utilisés de plein de manières différentes. Voici un exemple que tu étudieras beaucoup plus tard si tu fais des mathématiques. C'est juste pour te montrer que parfois les nombres peuvent être placés dans des tableaux en mathématiques. Et puis voici un exemple de physique qui est très joli visuellement. On se rend compte que quand on fait des mathématiques et de la physique à un niveau élevé, eh bien, non seulement on utilise toujours des nombres ou des chiffres, comme ici, là par exemple il y a un 2, mais on voit qu'on utilise de plus en plus de lettres, et en particulier des lettres de l'alphabet grec. Et puis tu vois qu'il y a d'autres symboles supplémentaires que tu découvriras plus tard. Dernier point, nous avons construit une langue avec uniquement deux symboles, le 0, le 1, donc qui sont deux chiffres, et cette langue à deux symboles, c'est ce qu'on appelle le code binaire. Alors ce code binaire est très simple et en même temps incroyablement efficace, puisque c'est celui qu'on utilise pour l'informatique. La particularité de ce langage informatique, c'est qu'il n'est constitué que de deux signes, mais les ordinateurs sont capables de faire des calculs à des vitesses prodigieuses, et donc grâce à ça, ils sont capables de traiter une énorme quantité d'informations. Alors comment compter en binaire? C'est intéressant à faire. Je te préparerai une petite vidéo sur ce sujet. Bien, pour des raisons techniques, j'ai des problèmes de téléchargement, donc je vais couper cette vidéo en deux parties. Nous venons de faire la partie 2.1 et nous nous retrouvons tout de suite pour la suite, la partie 2.2. À tout de suite.